Bonsoir. Pour les Républicains qui tiennent cette semaine leur convention nationale, l'enjeu de l'élection du 3 novembre, c'est la bataille pour la survie du rêve américain. Si les démocrates avaient mis l'accent la semaine dernière sur ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19 par l'administration Trump, les républicains cette semaine ont mis en garde contre ce qu'ils voient comme un chaos en cas de victoire de Joe Biden. Pour eux, le socialisme et le désordre dans les grandes villes gérées par des maires démocrates vont constituer un risque majeur pour les États-Unis. Quelle est la stratégie des républicains pour garder la Maison-Blanche et contrôler entièrement le Congrès? Quelles sont les forces et faiblesses de leur candidat Donald Trump? Réponse au cours des 30 prochaines minutes. S'il y a des thèmes qui sont le plus souvent revenus cette semaine lors de la Convention nationale républicaine, ce sont ceux de la défense des valeurs américaines, de la loi et de l'ordre et du rêve américain. Et ils accusent les démocrates de mettre en péril ces valeurs. C'est un récit de Dili Diko. Le président Donald Trump a été officiellement investi candidat à la présidentielle de novembre 2020 dès le premier jour de la convention républicaine qui se déroule du 24 au 27 août à Charlotte, en Caroline du Nord. Sans surprise, il a obtenu les 1276 votes dont il avait besoin pour officialiser sa course vers un second mandat. Pour cette célébration, les républicains ont opté pour des activités essentiellement virtuelles en raison de la pandémie de coronavirus et quelques discours en personne. Lors de son discours à Charlotte, Donald Trump s'est adressé aux Américains de manière optimiste, soulignant que le candidat démocrate Joe Biden ne s'était pas rendu à la convention dans le Wisconsin. Joe Biden avait dit vouloir tenir la convention démocrate à Milwaukee, mais ils n'y sont pas du tout allés. Ils ne l'ont pas fait. Nous sommes venus à Charlotte par respect pour votre État. Nous ne l'avons fait pour aucune autre raison que le respect pour la Caroline du Nord. Nous avions dit que nous voulions organiser notre convention ici en Caroline du Nord et je pense que vous en souviendrez le 3 novembre. Pour les républicains, la convention est l'opportunité de mettre en avant le rêve américain et le patriotisme. C'est aussi l'occasion de défendre le bilan du président Trump et de répondre aux critiques sur la gestion de la crise sanitaire par l'administration Trump. Mardi soir, Melania Trump, la première dame des États-Unis, a vanté lors de son discours de soutien à son époux sa réponse face à la pandémie. Elle a également mis en avant son parcours d'immigrante, plaidé en faveur d'un apaisement des tensions raciales dans le pays et fait part de l'attachement profond de Donald Trump envers l'Amérique. Il a de l'énergie et de l'enthousiasme d'une personne pouvant diriger cette nation. C'est aussi vrai aujourd'hui que ça l'était il y a 4 ans. Je sais que je parle au nom de mon mari et de toute la famille quand je dis que nous n'avons pas oublié toutes les personnes incroyables qui étaient prêtes à miser sur un homme d'affaires qui n'avait jamais travaillé dans la politique. Parmi les autres fervents défenseurs de Donald Trump, il y a eu Eric Trump, entrepreneur et fils du président, mais aussi Kellyanne Conway, conseillère emblématique de l'administration Trump, et Mike Pence, vice-président des États-Unis, qui s'est exprimé du fort McHenry à Baltimore. Auparavant, les paroles de l'ex-ambassadeur à l'ONU, Nikki Haley, en faveur du président Trump ont particulièrement retenu l'attention de ses partisans. Il y a un autre domaine important dans lequel notre président a raison. Il sait que le politiquement correct et la cancel culture, à savoir le retrait du soutien à une figure publique, sont des phénomènes dangereux et tout simplement inacceptables. Pour une grande partie des démocrates, il est maintenant à la mode de dire que l'Amérique est raciste. C'est un mensonge. L'Amérique n'est pas raciste. La clôture de la convention est organisée autour du discours de Donald Trump qui, de la Maison-Blanche, accepte officiellement la nomination de son parti à la présidentielle du 3 novembre 2020. Voilà, merci beaucoup Dili pour ce reportage et pour le débat. Maintenant, nous avons 2 invités. À Washington, nous avons Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et à Dallas, au Texas, Junior Bonpetit. Vous êtes partisan du président Donald Trump, fondateur de Congolese for Trump, et vous êtes également homme d'affaires. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous pour ce débat. Et je démarre avec vous, Claude.
On a beaucoup entendu la défense des valeurs, le respect de la loi, le socialisme. Pour vous, c'est un message gagnant pour les républicains? Ben, écoutez, c'est effectivement l'angle d'attaque qu'ils ont choisi. En en accusant les démocrates d'être trop à gauche, ils espèrent pouvoir attirer peut-être les démocrates qui sont centristes, qui sont un peu effrayés par les programmes proposés par Bernie Sanders et ses partisans. Euh, pour Donald Trump, en 2016, c'était un peu différent parce qu'il avait, d'une certaine façon, la chance d'avoir en face de lui une candidate, Hillary Clinton, qui n'était pas très, très populaire. En dépit de toutes ses qualités, de son curriculum vitae extrêmement brillant, sa personnalité n'était pas très, très sympathique. À l'inverse de Joe Biden, qui lui est bien aimé en général des Américains, c'est un facteur important. Donc, il a été difficile à Trump de s'attaquer à Biden, qui est bien aimé. Donc, on s'attaque à son programme en disant de façon pas très justifiée, en fait, qu'il est trop à gauche. C'est peut-être En parce fait, que, Claude, euh, Bernie Sanders, qui est effectivement très à gauche, a dit publiquement qu'il a réussi à faire accepter certaines des idées, disons, des progressistes dans l'agenda de Joe Biden. Est-ce que ça ne peut pas constituer un problème finalement pour Joe Biden et être un bon message pour les républicains? oui, oui, tout à fait. C'était le risque pour Biden. Biden a besoin des progressistes parce que Bernie Sanders représente tout de même un groupe important avec ses supporters. Et il fallait donc qu'il fasse des concessions à la gauche. Mais en même temps, certaines de ces concessions sont difficilement acceptables à l'électorat centriste. De façon générale, les Américains restent conservateurs et ils tentent à voter toujours centriste. Donc, il a été obligé de faire des concessions à la gauche. N'oubliez pas que chez Bernie Sanders, nombre de ses partisans n'ont pas accepté le fait que leur candidat ait été écarté, n'ait pas réussi à obtenir l'investiture, et que 15% d'entre eux disent toujours à cette heure qu'ils pourraient éventuellement voter pour Trump pour protester contre le fait que leur candidat n'a pas été choisi. D'accord. Alors, Junior, vous êtes un partisan du président Trump. Ce que vous avez entendu, vu jusque-là dans la convention, est-ce que cela vous convainc qu'il mérite un second mandat? Effectivement, oui, le président Donald Trump mérite ce second mandat. Ce que nous avons entendu de lui est très, très positif. Je vais répondre à cette question à deux volets, ici aux États-Unis et aussi en Afrique. C'est que nous, les Africains, nous pouvons gagner, bénéficier de l'électorat de Donald Trump. C'est que en 2016, comme Claude l'a dit, nous ne connaissions vraiment pas la politique que voulait imprégner Donald Trump. Nous savions que c'était un homme d'affaires à succès. Mais après les 3 ans et demi à la Maison-Blanche, nous avons vu l'économie, nous avons connu une économie la plus forte, si pas la meilleure économie du monde, juste avant la pandémie de la COVID-19. Nous avons vu le taux de chômage à moins de 5%, 3%, le taux le plus bas depuis 50 ans. Et le président Trump a fait beaucoup de choses, même le taux de chômage dans le milieu de noir, et aussi en Afrique, en particulièrement en RDC. Et nous avons vu comment le président Trump s'est impliqué lors des élections de 2018, personnellement, pour qu'il y ait passation pacifique et civilisée du pouvoir. Donc, nous, étant Africains et Congolais américains qui vivons ici, nous avons le choix positif, double choix de soutenir le président Trump ici aux États-Unis et aussi en Afrique pour promouvoir l'avancement de la lutte contre la corruption. Mais qu'est-ce qui vous a le plus convaincu dans ce que vous avez entendu jusque-là? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup plus d'intervenants qui sont issus de la minorité ou qu'est-ce qui vous a le plus impressionné jusque-là? Jusque-là, le président, dans la convention, c'est que nous avons été captivés par l'intervention de l'ancien joueur de football Walker et du député
Vernon Jones de Georgia, qui ont fait une intervention très impeccable, qui a touché. Et ce qui a manqué un peu, voilà pourquoi nous sommes là avec l'organisation que nous avons, Congolese for Trump, essayer de mettre un peu plus une présence de la diaspora africaine en avant. Voyez-vous, si un Africain parle aux Africains, le message est beaucoup plus capté et la réceptivité est différente par rapport à lorsque une autre personne parle de ça. C'est un message de rapprochement avec la diaspora africaine, ce qui est très important. Junior parlait un peu de l'Afrique, mais en matière de politique internationale, comment est-ce que vous jugez, disons, le bilan de cette administration Trump-Pence? On a vu Mike Pompeo délivrer un message hier, c'était un peu l'objectif. Comment est-ce que vous jugez cette politique de l'Amérique d'abord? A-t-elle influé sur la politique étrangère positivement ou négativement? Il faut bien le dire, il y a bien des Américains qui acceptent ça, qui sont très heureux de voir l'Amérique se retirer du reste du monde. Il y a eu dans l'histoire américaine des moments où les Américains étaient profondément isolationnistes et on retourne un peu à ça. Il y a une certaine fatigue de la part des Américains de voir leurs boys aller risquer leur vie dans des pays très lointains comme l'Afghanistan, la Somalie et autres. Donc c'est un argument qui fait mouche. Pour le reste du monde, je dirais que c'est dommage, c'est regrettable et dans certains cas, c'est catastrophique parce que, comme le disait l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright, les États-Unis restent tout de même une nation indispensable. Et quand les États-Unis se retirent du monde, rien ne se passe vraiment. Je citerai pour cas le Moyen-Orient, où la situation reste totalement inchangée parce que les États-Unis restent chez eux et ne s'impliquent pas diplomatiquement d'une façon très sérieuse. D'accord. Et vous, Junior, cette politique de l'Amérique d'abord, a-t-elle aidé ou handicapé la politique étrangère des États-Unis, pour vous? La politique est une politique très forte, la politique étrangère américaine. Vous savez, il faut savoir, le personnage du président Trump, c'est quelqu'un qui est très patriotique, qui est nationaliste. C'est l'Amérique d'abord, l'Amérique doit gagner. Voyez-vous, il a retiré les États-Unis dans certains traités internationaux parce que l'Amérique ne gagnait pas. Vous voyez, dans l'OMS, dans toutes ces organisations qu'il a pu enlever les États-Unis parce qu'il ne voyait pas les intérêts américains dessus. Vous voyez? Et nous, en Afrique, c'est que le président Trump, nous avons besoin du président parce qu'il nous parle, il nous réveille, il réveille notre conscience, il parle de notre situation, c'est que nous sommes réellement. Voyez-vous, nous devons nous prendre en charge. L'Afrique doit sortir un peu de cette politique de la main tendue. L'Afrique doit être plus responsable. Comment, Junior, répondez-vous à ceux qui estiment que le Parti républicain est un parti anti-immigration et même un parti raciste? La Convention a-t-elle fait un bon travail pour répondre à ces deux questions, ces critiques que beaucoup estiment injustifiées, mais bon, on les voit quand même. Qu'est-ce que vous estimez? Quelle est votre lecture, vous? Alors, le Parti républicain, ce n'est pas un parti raciste. Historiquement parlant, si nous voyons le 16e président américain, Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage, c'est un républicain. Voyez-vous, donc le Parti républicain, encore moins le président Trump, est un raciste. Et nous avons vu, comme j'ai parlé, l'intervention de Walker, le joueur, et le député Jones, et aussi Parti républicain, c'est qu'il faut qu'il y ait une forte présence de la communauté africaine, de la diaspora africaine et congolaise en particulier. Donner les bons messages aux bons messagers et mettre la femme africaine, mettre la femme de la diaspora en avant. C'est la stratégie que les démocrates ont fait avec la sénatrice Kamala Harris. Ils veulent en fait séduire l'électorat de la minorité. Voyez-vous? Alors, ils veulent nous garder. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Vous ne voulez pas de Trump et après, aucune proposition. Ils ont toujours bénéficié de cette politique-là. Voilà pourquoi nous sommes la Congolese for Trump. Nous voulons être un peu plus présents dans les discussions aux médias et répondre que les Africains répondent aux Africains, que la minorité réponde aux minorités. D'accord. Claude, justement, quelle est la stratégie des Républicains ici? On a vu beaucoup d'orateurs issus de la communauté afro-américaine. On a aussi, vous parliez également de Nikki Haley qui a fait référence à ses origines indiennes. Quelle est la stratégie, en fait,
Évidemment, c'est de montrer que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'administration Trump et le président lui-même ne sont pas racistes. C'était surprenant de voir, notamment lors de la première soirée, lundi, le nombre d'Afro-Américains qui ont été invités à prendre la parole. Et ce qu'ils disent justement, c'est qu'ils défendent l'idée d'un Donald Trump raciste, d'une part, et de l'autre, ils expliquent un peu pourquoi ils votent pour Trump. Ils estiment, et c'est une critique qui n'est pas totalement injustifiée, que les démocrates les considèrent comme acquis. Donc, en période électorale, ils leur font mille grâces en leur disant « Oh là là, vous êtes formidables, on promet, si on est élu ou réélu, de faire des tas de choses pour vous. » Et puis, une fois que l'élection est passée, finalement, on les ignore. Donc, pour ces Noirs, il y a un groupe conservateur noir, et Junior, d'une certaine façon, bien que représentant congolais en fait partie, qui sont pour Trump, Blacks for Trump. Et lors des dernières élections, Trump a tout de même obtenu quelque chose comme 8 ou 9% des votes. Mais c'est un peu l'idée, certains Noirs estiment que les démocrates les considèrent comme faisant partie de leur ils doivent naturellement voter pour les démocrates, ce qui a d'ailleurs valu des critiques à Joe Biden récemment. C'est ça. Et alors, certains, le sénateur Scott de Caroline du Sud, le seul sénateur noir d'ailleurs, l'a dit, les démocrates en quelque sorte nous tiennent enchaînés à leur parti et ne nous permettent pas de nous exprimer. Le Parti républicain, dans certains cas, nous offre des opportunités que nous saisissons. D'accord. Alors, nous avons des réactions de téléspectateurs de Washington Forum sur la page Facebook de VOA Afrique. J'ai Kim Luanzo qui est en RDC, il n'a pas précisé la ville. Il dit « Le président Trump est le meilleur président de l'histoire des États-Unis car il est le seul à tenir 90% de ses promesses de campagne. Il n'est pas hypocrite, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. » Et puis on a Jean-Luc Moukoutou de Lubumbashi, toujours en RDC. Il dit « Monsieur Trump a échoué sur toute la ligne et sa défaite est quasi certaine. Il a confondu la fonction de président de la République à une émission de télé-réalité. » Voilà donc des commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique concernant donc cette convention républicaine. Merci de rester fidèle à Washington Forum qui revient après une courte pause. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le président Donald Trump, candidat à un second mandat, est présenté par ses partisans comme un homme d'affaires différent des politiciens. Mike O'Sullivan dresse le profil du président sortant et de son message de réélection au peuple américain. C'est un récit de John Lyndon. Il épure la politique à Washington, défend les frontières de son pays et renouvelle le rêve des Américains oubliés, disent ses partisans.
Probablement, les candidats n'ont jamais été aussi différents. Nous voulons la loi et l'ordre. Ils ne veulent pas de ça. Nous voulons des frontières solides et fermées où les gens peuvent entrer par le mérite, par le biais d'un processus juridique. L'autre point de vue sur Trump, il n'est pas à la hauteur de la tâche, dit son rival démocrate. Dangereusement incompétent et incapable, à mon avis, du leadership mondial et du leadership de notre pays. Trump est un magnat de l'immobilier et ancienne star de la télé-réalité qui a fait face au scepticisme lorsqu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle en 2015. Il a battu la démocrate et ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, surprenant beaucoup en se connectant avec des millions d'Américains. Trump a fait face à des allégations selon lesquelles il aurait tenté d'échanger l'aide étrangère américaine à l'Ukraine contre des faveurs politiques. La Chambre des représentants l'a mis en accusation pour abus de pouvoir et obstruction. Une chasse aux sorcières, a déclaré Trump, criant vengeance après que le Sénat, dominé par les républicains, l'a quitté. Ensuite, il a fait face à un autre défi. Ce soir, je veux vous parler de la réponse sans précédent de notre pays à l'épidémie de coronavirus. Alors que le nombre de cas de COVID-19 et de décès augmentait en Amérique, Trump baissait dans les sondages. Se sont ajoutés à la controverse politique les manifestations nationales contre la mort d'hommes afro-américains en garde à vue et les flambées de manifestations violentes dans certaines villes, suivies par l'utilisation par Trump des troupes fédérales pour endiguer ces manifestations. Alors que Biden est en tête dans la plupart des sondages, la base de Trump reste principalement à ses côtés. Dans l'ensemble, je pense que la plupart des républicains ont obtenu les politiques qu'ils voulaient. Ils voulaient des impôts moins élevés, ils voulaient des conservateurs à la Cour suprême, ils voulaient réduire l'immigration. Mais les nouvelles récentes selon lesquelles l'économie américaine a subi sa plus forte baisse jamais enregistrée se sont ajoutés aux problèmes de Trump. Texte où les responsables de la santé publique découragent les rassemblements de masse, il est difficile de susciter sur les réseaux sociaux l'enthousiasme généralement vu dans une campagne politique. Un véritable défi pour Trump à 3 mois seulement de la présidentielle. Merci beaucoup John Lyndon et je rappelle nos invités. Ici à Washington, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de La Voix de l'Amérique, et à Dallas, Texas, Junior Bonpetit, partisan de Donald Trump. Alors, Claude, pour vous, quel est le meilleur atout du président Trump pour sa réélection? Il a l'avantage, si vous voulez, qu'il est président en exercice. Donc, il bénéficie d'une tribune que n'a pas Biden. De plus, avec la pandémie, avec le Covid-19, Biden a dominé la scène, si vous voulez, pendant sa convention la semaine dernière, mais depuis, on n'a pratiquement plus revu, à l'exception d'une interview sur ABC News dimanche avec sa colistière Kamala Harris. Donc, à l'inverse, le président Trump est là constamment, tous les jours, on le voit. À la convention, dans les conventions intérieures, la tradition voulait que le candidat ayant reçu l'investiture ne faisait son apparition que le dernier soir, le 4e soir, pour faire son discours d'acceptation. Les choses ont changé. Biden lui-même, on l'a vu pendant sa convention de temps à autre. Mais il a été tout de même moins présent que Donald Trump, qui est là constamment, qui a fait un discours à l'ouverture de la convention, qui était du jamais vu. Et puis, pendant les 2 heures de prime time de la convention elle-même, on le voit constamment. On l'a vu administrant la cérémonie d'investiture, la cérémonie de naturalisation de 5 Américains. On l'a vu à d'autres occasions, plus les vidéos rappelant sa carrière, sa vie. Donc, il est là et c'est un avantage indubitable. Et quel peut être son handicap? Son handicap ouais, c'est d'être Trump, dirais-je, parce qu'il est tout de même assez critiqué, sinon on en juge par les sondages.
son taux de popularité se limite à entre 42 et 45%. Donc, il a un bilan qui est mixte. Junior soulignait les acquis, le positif, mais il y a tout de même aussi des éléments négatifs sur ses promesses, notamment. Le mur, il n'est toujours pas là. La dette nationale qu'il devait éliminer, elle a évidemment grossi. Ça n'est pas forcément de sa faute. C'est dû à la pandémie qui a forcé la réserve fédérale à injecter plus d'argent pour que les gens puissent vivre. Et puis sur la scène internationale, il n'y a vraiment pas beaucoup de succès, à l'exception peut-être de la promesse qu'offre cette ouverture entre les Émirats arabes unis et Israël. Mais l'Iran et la Corée restent tout de même des pays très dangereux, et de ce côté-là, aucun progrès n'a été réalisé. Alors, Junior, qu'est-ce que vous considérez comme le point fort du président Trump et aussi son handicap? Le point fort du président Trump, c'est que le président Trump n'est pas un politicien. Le président Trump, c'est un homme d'affaires. Et nous devons garder cet acquis-là de l'homme d'affaires. Ce n'est pas un politicien traditionnel. Et historiquement parlant, les États-Unis nous renseignent que les Américains ne changent pas un président pendant la crise. Et nous avons connu ça pendant la Grande Dépression et aussi récemment avec Bush Junior. Son deuxième mandat, il n'était pas populaire avec John Kerry, mais il l'a maintenu. Donc après la pandémie de la COVID-19, les économies du monde et l'économie des États-Unis entreront en récession. Et nous avons besoin d'un homme d'affaires qui nous a montré, ses preuves. Pendant la pandémie, l'économie était vraiment la meilleure économie du monde. Et après la pandémie, nous avons besoin de ses attitudes, de son expérience pour remettre le pays sur les rails et faire encore mieux. Donc nous avons besoin du président Trump. Voilà pourquoi Congolese for Trump est là pour en fait de ramener le voix de la RDC et le voix africaine au profit des républicains et de Donald Trump. Quelles sont vos attentes après ces élections, quel que soit le vainqueur? Je sais que vous souhaitez que votre candidat gagne, mais quelles sont vos attentes en tant que membre de la diaspora? Nos attentes, nous voulons, bien évidemment, ce n'est pas un souhait, nous travaillons dessus pour que le président Trump soit réélu. Et c'est pour l'avantage de nous ici, à la diaspora africaine et congolaise en particulier, mais c'est plutôt pour bénéficier de l'Afrique, de la présence du président Trump à la Maison-Blanche. Nous voulons le garder, comme je disais au début de l'intervention, c'est que nous avons bénéficié de l'appui du président Trump lors des élections en RDC en 2018, pour qu'il y ait changement, passation pacifique et civilisée du pouvoir. Nous voulons le garder. Le président Trump, comme j'ai dit, c'est un homme d'affaires. Et l'Afrique, c'est un continent d'affaires. Nous voulons développer l'Afrique, développer la RDC avec un président qui a un nouveau mindset. Nous voulons ramener en fait un nouveau paradigme, un nouveau système de pensée économique, parce que nous sommes trop politiques. Nous avons en face de nous un homme qui est un homme d'affaires, qui a une mentalité d'homme d'affaires. Et ramener cette mentalité, ramener un partenariat fort, un partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique en général, et en particulier la RDC, pour booster les économies de l'Afrique et de la RDC. Une fois la RDC debout, l'Afrique tout entière sera debout. Il y aura un fait d'entraînement en Afrique. Il faut qu'il y ait une Afrique indépendante, et nous avons besoin d'un correspondant, nous avons besoin de quelqu'un, d'un partenaire qui comprend le langage d'affaires. Parce qu'avant le président Trump, la majorité des présidents étaient politiques plutôt que business, affaires. D'accord. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie mes invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur la page Facebook de VOA Afrique, également sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.